Déjà 5 ans de secondaire, 5 ans d'événements, 5 ans d'actualité débattue dans les classes. Pourtant, de quoi se rappelle-t-on vraiment? Bien évidemment de la COVID, mais bien d'autres choses se sont passées entre les différentes mesures sanitaires du gouvernement. Avant de vous raconter l'histoire des 5 dernières années, laissez-nous vous démontrer pourquoi connaître l'actualité est si important. Est-ce que tu es d'accord qu'on prenne tes pires réponses, on va mettre ça sur YouTube, le monde va peut-être rire de toi? Ben oui, c'est correct. Oui, c'est correct. Je suis prête. C'est correct. Ouais. Oui. Parfait, pas de problème. Oui. Mais oui. Oui, c'est totalement d'accord. C'est au bout, ça. Yes, sir. Que signifie le nombre 19 après COVID? 19 possibilités de variants. Je pense que c'est... 19 microbes. C'est la 19e sorte de COVID? Dans le fond, c'est comme une suite logique. C'est comme... Il y avait 18, la COVID-18, fait que là, on était rendu à la COVID-19. Quel célèbre joueur de basket est décédé en janvier 2020? LeBron James. Il a gagné plusieurs championnats. Oh là là. Je sais pas du tout. Johnny O'Neill. Je sais pas, Michael Jordan, je pense, qui est décédé. Michael Jordan décédé en 2020. LeBron James. Quel est le pays le plus peuplé au monde? La Chine. Je sais qu'il y a beaucoup de monde en France. Cuba. Le Japon. Oui. Quel est l'ancien nom du CF Montréal? La machine. Ou les alluettes. C'est quoi le... La machine. Les alouettes. Après, il y a la machine. Après, il y a les alouettes. Là, ça, il y a le CF. Club de, le Forum, l'ancien nom du CF Montréal. Ouais. Beaucoup trouvent que le salaire minimum est trop bas au Québec. À combien il est en ce moment? Ça fait longtemps que tu n'es plus payé au salaire minimum, je suppose. Ça fait très longtemps. Je vais dire 16 et 25? 17 et 49. Dans quelle ville se dérouleront les Jeux olympiques de 2024? À Moscou. Celle-là, je suis pas sûr. Là. En Australie? Je vais dire Tokyo. Les Jeux olympiques de Tokyo, encore une fois. Ça doit être ça. Qui est le ministre de l'Éducation au Québec? Charles Dubé. Nommez-moi un des variants de la COVID-19. Coronavirus. T'as 19 choix de réponse, ça devrait être facile. 79. Je vais dire la grippe. Quel célèbre acteur a frappé Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars en 2022? Quelque chose Williams. Il est chauve, là. T-Pain. Il est chauve, que tu as un Williams qui est chauve. Ouais. C'est qui? Qui est le nouveau propriétaire de X? Microsoft. Kanye West. Amazon. Facebook. C'est Meta. Quand est-ce que les Québécois pourront emprunter le troisième lien? 2026. En 2026, le troisième lien. Je vais dire d'ici 5 ans. D'ici 5 ans. On l'espère. Quel est le parti politique au pouvoir au Canada? La catch. On entend beaucoup dire qu'il est temps de changer de premier ministre au Québec. Ça fait longtemps qu'il est là depuis 2018. C'est quand les prochaines élections au Québec? Le plus tôt possible. C'est cette année, hein? Ouais, je pense que Oh là là. Dans un an. Dans un an, en 2025, en même temps que les élections fédérales? Je sais pas exactement quand. Je pense que c'est c'est l'année prochaine. L'année prochaine, en même temps que Justin Trudeau en 2025? On va dire ça, ouais. On va dire ça. Pourquoi le plus tôt possible? Je pense qu'il est temps de changer. Il est temps de changer. Et maintenant, applaudissements pour Simon Riendo, tout le monde. Merci beaucoup. Pendant tout leur secondaire, les élèves apprennent à faire le tri entre l'information et la désinformation. Cependant, de moins en moins d'enseignants nous parlent de sujets d'actualité. Nous allons remédier à ce problème en commençant en septembre 2019, lors de notre première rentrée au secondaire. Pour vous mettre en contexte, nous étions en pleine campagne électorale canadienne. Nous étions encore à 7 mois du début de la COVID au Québec. Nous terminons un été de canicule et de vagues de chaleur. Septembre 2019 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré dans l'histoire. Le 27 septembre, une manifestation historique a eu lieu dans les rues de Montréal et dans quelques autres villes du Québec. Les Québécois, menés par Greta Thunberg, sont près d'un demi-million à manifester pour le climat. Greta aurait lancé « Bonjour Montréal, je suis très heureuse d'être ici, au Canada, au Québec ». Octobre 2019, un mois d'élection fédérale au Canada.
une campagne électorale marquée notamment par le blackface de M. Trudeau. Ce scandale n'empêchera pas le premier ministre d'être élu avec 157 sièges à la Chambre des communes. Justin Trudeau passera d'un gouvernement majoritaire à un gouvernement minoritaire. Le 9 novembre, Berlin célèbre le 30e anniversaire de la chute du mur de Berlin. Plusieurs événements se dérouleront dans la capitale allemande. Chacun d'entre eux nous font rappeler l'histoire du mur, de la guerre froide, de la révolution pacifique de 1989. Donald Trump, tout un personnage. Le 18 décembre, Trump est officiellement accusé d'abus de pouvoir et d'entrave au travail du Congrès. Ces accusations mèneront au second procès de destitution en 2021. Le 31 décembre, un message de la Chine à l'Organisation mondiale de la santé viendra entraver nos vies pour bien longtemps. Le bureau de l'OMS en Chine a été averti des cas de pneumonie d'étiologie inconnue détectés dans la ville de Wuhan, une métropole chinoise de près de 11 millions d'habitants. Ces cas de pneumonie s'avèrent être les premiers cas de coronavirus. Le 23 janvier, Wuhan, qui est toujours selon les chercheurs le point de départ de ce qui était une épidémie, est placé en quarantaine. 2 autres villes dans la province de Hubei, en Chine, subiront le même sort. 3 jours plus tard, le joueur derrière des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, sa fille Gianna et 7 autres personnes décéderont dans un accident d'hélicoptère à Calabasas, en Californie. Cet événement mettra la planète basketball en état de choc. Le 30 janvier, François Legault lance officiellement le projet du 3e lien entre Québec et Lévis. Ce projet favorisera le déplacement entre les 2 côtés du fleuve Saint-Laurent. Le lendemain, le Royaume-Uni met fin à 47 ans de présence dans l'Union européenne. Le grand pays se sépare à la suite d'un référendum datant de 2016, où 51,9% des Anglais demandaient cette séparation. Premier dimanche de février, c'est la fête semaine de football en Amérique du Nord. Les fanatiques ont bien hâte de voir combattre les Chiefs et les 49ers. Ici, c'est Laurent Duvernay-Tardif qui rassemble le Québec. Le natif de Saint-Jean-Baptiste devient le premier Québécois à remporter un Super Bowl, ce qui lui vaudra une médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Le 5 février, Radio-Canada rapporte que 2 Canadiens sont coincés sur un navire de croisière. Ils seront pris 14 jours sur le bateau japonais Diamond Princess à cause de l'épidémie de coronavirus. Le 26 février, le Québec enregistre son tout premier cas de COVID. Le 13 mars, les écoles seront fermées à cause du coronavirus. 2 jours plus tard, la distanciation physique de 1 mètre est recommandée pour toute la population. Le lendemain, la frontière canadienne est fermée. Et le 18 mars, le Québec enregistre un premier décès dû à la pandémie. Le 21 mars, le confinement débute lorsque le Québec interdit tous les rassemblements. Suivi de la fermeture des écoles jusqu'au 1er mai, la fermeture de tous les commerces non essentiels jusqu'au 13 avril et la ville de Montréal est placée en urgence sanitaire. Finalement, le 30 mars, le gouvernement annonce que tous les commerces seront fermés le dimanche, sauf les dépanneurs, pharmacies, stations-service et take-out. Le confinement se prolonge. Est-ce que nous croyons le pire continue pour la population du Québec? Le 5 avril, les commerces non essentiels, qui devraient rouvrir le 13 avril, seront fermés jusqu'au 4 mai. Étant donné qu'ils sont fermés depuis le 24 mars, c'est 41 jours de fermeture prévus. Le 7 avril, la province enregistre son 10 millième cas de COVID-19. Dans la semaine du 29 mars au 4 avril, il y avait une augmentation d'environ 600 cas par jour. L'été est aux portes et le déconfinement débute. Le 6 mai, les aînés vivant en résidence sont autorisés à sortir. Il était temps, puisqu'ils étaient confinés dans leur chambre depuis de nombreuses semaines. Le 20 mai, les pratiques sportives extérieures et en solitaire sont autorisées. Par exemple, le golf, le canot ou la randonnée. Le 25 mai 2020, George Floyd est sauvagement assassiné par un policier de Minneapolis dans l'État du Minnesota. L'Afro-Américain était soupçonné d'avoir acheté des cigarettes avec un faux billet de 20 $ et d'être affreusement sous. Pour l'histoire complète, nous vous invitons à consulter l'article « How George Floyd Died and What Happened Next » du New York Times. Le meurtre de l'Afro-Américain a mené à des manifestations partout dans le monde, dont celle du 31 mai à Montréal, et au développement du mouvement Black Lives Matter. Le 29 mai, les musées, les comptoirs de prêt dans les bibliothèques
Les cinéparcs et plusieurs autres places publiques extérieures ouvrent leurs portes. La même journée, le Québec atteint les 50 000 cas de COVID. Pour débuter le mois de juin, la réouverture des commerces non essentiels est mise en place par le gouvernement du Québec. Quelques jours plus tard, Québec atteint les 5000 décès dus à la COVID-19. Pendant le reste du mois, des manifestations contre le racisme et la brutalité policière ont lieu partout sur le globe. Le 8 juillet, Romy, 6 ans, et Nora, 11 ans, deux jeunes filles de Saint-Apollinaire sont enlevées par leur père, Martin Carpentier. Le lendemain, la Sûreté du Québec déclenche une alerte Amber. Le rapport indique que les corps des deux jeunes filles seront découverts le 11 juillet. Ces trouvailles provoqueront la fin de l'alerte Amber, ce qui en fera la plus longue de l'histoire du Québec. C'est plus d'une semaine après les événements principaux, lors des funérailles de Romy et de Nora le 20 juillet, que la dépouille du père est retrouvée près du périmètre de recherche. Un rapport a été publié le 24 octobre 2023 par le coroner Luc Malouin, traitant chaque détail de l'affaire Carpentier. Dans son rapport, M. Malouin remet en cause le travail des policiers. Le 11 juillet, l'Institut national de santé publique déclare officiellement la fin de la première vague de COVID-19. Elle durait depuis le 25 février. Le confinement aurait été dur pour plusieurs personnes, mais pour certains, il a été l'occasion de changer leur mode de vie et de se ressourcer. En effet, cela a mis en pause le train-train quotidien stressant de plusieurs d'entre nous, ce qui a permis à plusieurs de réaliser des projets qui leur tenaient à cœur. Pour certains, c'était d'écrire un livre. Pour d'autres, c'était de faire une œuvre d'art. Pour d'autres, c'était de devenir populaire sur les réseaux sociaux. C'était le meilleur moment pour se lancer, car plusieurs ont téléchargé les applications par curiosité. C'est là que nous avons vu l'explosion des sites de streaming comme Twitch ou des réseaux sociaux comme TikTok. Aussi, étant donné que les magasins physiques étaient fermés, plusieurs ont commencé à commander des articles en ligne, et cette habitude est restée. De plus, on encourageait les gens à payer de manière sans contact, ce qui a accéléré la disparition de la monnaie physique. Malgré la fin de la première vague, Québec oblige le port du masque dans les transports en commun le 13 juillet. 5 jours plus tard, on oblige le port du masque dans tous les endroits publics fermés. Le 4 août, une explosion survient dans le port de Beyrouth, au Liban. Il y a eu 218 décès et près de 6500 blessés à la suite d'une explosion de nitrate d'ammonium, souvent utilisé comme engrais azoté. Le 10 août, le gouvernement annonce son plan pour la rentrée scolaire concernant la COVID-19. Ce plan annonce notamment le port du couvre-visage à partir de la 5e année du primaire et l'instauration de groupes classes stables. Le 23 août, malgré les efforts des organismes pour stopper la pandémie, une nouvelle vague commence. Au début du mois de septembre, la Californie est victime de sévères feux de forêt. Ces nombreux incendies se propagent en Arizona, dans l'Oregon, ainsi que dans l'État de Washington. Le 8 septembre, les ascenseurs émotionnels liés à la COVID débutent réellement. Cette date annonce le début du système d'alerte régionale, communément appelé zone de COVID. À la suite de l'explosion du nombre de cas de COVID, fortement causée par le retour en classe et les activités extérieures qui sont remplacées par les activités intérieures, un confinement s'impose. Le 28 septembre, le Québec est choqué d'apprendre le décès d'une Atikamekw de 37 ans. Cette femme s'appelait Joyce Echaquan. Cependant, ce n'est pas réellement son décès qui a autant choqué la population québécoise. Lors d'une diffusion en direct sur sa page Facebook, nous pouvons entendre les infirmières s'occupant de Mme Echaquan lui crier de nombreuses insultes et propos racistes. As-tu fini de niaiser, ça? As-tu fini, là? Oh, c'est calice. Hey, t'es épaisse encore, là. Ben, t'as fait des mauvais choix, Manel. Qu'est-ce qu'ils penseraient, tes enfants, de te voir comme ça? Oh, ouais. Pense à eux autres un peu. Le 1er octobre, toutes les zones rouges, soit Montréal, la MRC de la Rivière-du-Nord, la région de Chaudière-Appalaches et une portion de la capitale nationale écopent des mesures supplémentaires. Le ministre de la Santé demande aux Québécois de limiter leurs contacts jusqu'au 28 octobre.
Pour les zones rouges, aucun contact hors des habitants de la même adresse sont permis et la plupart des espaces publics sont fermés. Le 24 octobre, Québec atteint les 100 000 cas de COVID. Le 31 octobre, nous vivons notre premier Halloween où nous devons concilier avec la COVID. Cependant, ce n'est pas les costumes ornés de masques que se souviendront la population de la ville de Québec. Le soir de l'Halloween 2020, Carl Giroir a sauvagement assassiné François Duchesne et Suzanne Clermont. L'homme, qui avait 24 ans au moment des faits, a tué brutalement les deux individus âgés de 56 et 61 ans. L'arrestation de Giroir a lieu dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre par des officiers de la police de Québec, près de l'espace 400. En novembre 2020, avec les temps froids qui arrivent, une importante augmentation des cas de COVID est observée. Le 7 novembre, les médias américains annoncent finalement la victoire de Joe Biden aux élections présidentielles. Les votes qui se faisaient le 3 novembre ont pris plusieurs jours à être comptés. Le 15 décembre 2020, François Legault annonce un reconfinement partiel pour l'ensemble du Québec. À partir du 25 décembre, les commerces non essentiels seront fermés. Les magasins à grande surface tels Costco et Walmart devront se restreindre à ne vendre que l'essentiel. Produits alimentaires, hygiéniques, pharmaceutiques et pour animaux domestiques. Les écoles fermeront le 17 décembre et ne rouvriront que le 11 janvier de l'année suivante. Le télétravail sera obligatoire et les rassemblements intérieurs seront permis, mais ne devront pas dépasser 8 personnes. Finalement, chaque ville augmentera d'un palier, soit jaune en orange et orange en rouge. Le 18 décembre, l'ex-animateur Éric Salvaille est acquitté des accusations, notamment d'agression sexuelle, dont il faisait face. Décembre et l'année 2020 se terminent par des records en ce qui concerne la COVID-19. 10 records de fracassés. Nous avions rarement vu autant de records tomber depuis l'ère Gretzky. Le 6 janvier, des partisans de Trump attaquent le Capitole pour protester contre la victoire de Joe Biden. L'attaque du bureau fédéral, qui a débuté aux alentours de 14h15, n'a pas eu d'effet positif. Seulement des morts, des blessés et un long procès pour M. Trump. Le président en fonction a aussi tenu à tweeter pour commenter l'événement. Le 9 janvier, un confinement toujours plus strict est annoncé. Du 9 janvier au 8 février, un couvre-feu sera imposé de 20h à 5h du matin. Les commerces non essentiels toujours fermés et un délai d'ouverture pour les écoles secondaires qui feront une semaine de cours en ligne, soit jusqu'au 18 janvier. Durant la même annonce, nous apprenons que 250 000 personnes devront être vaccinées avant le 8 février. Le 14 janvier, notre équipe professionnelle dans la MLS, notre fameuse Impact de Montréal, annonce son changement en vertu de la prochaine saison. L'équipe se nommera désormais le CF Montréal, ce qui entraîne en même temps un changement de logo et d'uniforme. Ce changement fait polémique auprès des supporters, tant bien qu'une pétition soit organisée. Le 20 janvier, Joe Biden entre officiellement en poste en tant que 46e président des États-Unis. Ce qui rend ce gouvernement différent et qu'il est le premier à avoir non seulement une vice-présidente, mais aussi d'origine afro-américaine. Le 2 février, le gouvernement du Québec annonce un assouplissement des mesures sanitaires. Les régions rurales passeront au palier orange. Ces régions verront les salles de gym rouvrir en même temps que les restaurants. Ce qui reste de la province gardera le palier rouge. Dans les régions classées en rouge, les commerces non essentiels et les musées rouvriront le 8 février. Le couvre-feu s'étend toujours sur l'ensemble du Québec, mais il débutera à 21h30 dans les régions oranges. Le 16 février, nous prévoyons l'ouverture des secteurs non essentiels tels que le cinéma, piscine et aréna pour le 26 février. Le 22 février, la Chambre des communes du Canada adopte une motion affirmant que les Ouïghours sont victimes d'un génocide chinois. Les Ouïghours sont une ethnie turcophone musulmane habitant la région de Xinjiang en Chine. Le 3 mars, les régions de Montréal, Laval, les Laurentides, la Naudière et la Montérégie seront les seules régions restantes en palier rouge. Les autres régions seront en orange. Le 11 mars, à 13h, une minute de silence national est organisée pour se commémorer l'année de COVID que nous avons subie et les 10 500 victimes de celle-ci. Le 16 mars,
les zones rouges verront le couvre-feu retardé. Il débutera à 21h30. La Gaspésie, la Côte-Nord et le nord du Québec passent au palier jaune, ce qui les sauve d'un couvre-feu. Fin mars, face à l'augmentation des cas de COVID-19 à Québec, Lévis et Gatineau, le premier ministre Legault annonce un retour du couvre-feu à 20h et la fermeture de tous les commerces non essentiels jusqu'au 12 avril. Le 8 avril, le gouvernement Legault prolonge certaines mesures jusqu'au 18 avril. À Montréal et Laval, le couvre-feu sera en place à partir de 20h. Plusieurs autres régions seront désormais sous haute surveillance en raison des variants qui se propagent dans la province. 6 jours plus tard, le quart de la population québécoise est maintenant vaccinée. Ce chiffre représente plus de 2 millions de Québécois. Le gouvernement déclare le 27 avril la réouverture des écoles primaires pour le 3 mai dans la région de Québec. Le couvre-feu sera décalé de 1h30 dans la région de Montréal et Laval. Dans le cas de l'Outaouais, rien ne change. Dès le 1er mai, le salaire minimum augmente de 40 cents au Québec. Il était déjà de 13,10, il sera maintenant de 13,50. Le 4 mai, M. Legault annonce des assouplissements des mesures sanitaires reliées à la COVID. Les régions de Québec, Lévis, Bellechasse et Montmagny-Lillet verront notamment leurs commerces non essentiels réouvrir. Le 17 mai, le gouvernement Legault présente le projet du fameux troisième lien. Annoncé en fin janvier 2020, devrait comporter un tunnel étagé de 8,3 km qui permettra le passage du centre-ville de Québec au centre-ville de Lévis. Cet immense projet coûtera entre 7 et 10 milliards de dollars et devrait être construit d'ici 10 ans. Le lendemain, un plan de déconfinement graduel d'1 mois est annoncé. Le couvre-feu prendra fin le 28 mai. La plupart des régions passeront au palier orange le 31 mai, suivi du palier jaune le 14 juin et finalement en zone verte le 28 juin. Fin août devrait être marqué par la double vaccination de tous les Québécois et le gouvernement affirme que tout devrait revenir à la normale pour l'automne 2021. Le 31 mai, un coup de théâtre chez les Canadiens de Montréal se produit. Dans une victoire de 3-1 contre les puissants Maple Leafs de Toronto, nos glorieux accèdent au prochain tour des séries éliminatoires de 2021. Le 22 juin, le gouvernement conserve le passage de tout le Québec en zone verte pour le 28 juin. Il annonce aussi pour les festivals la possibilité de recevoir 3500 personnes. Le 24 juin, le meilleur scénario possible se produit pour les Canadiens de Montréal. Lors de la fête nationale, les Habs éliminent les Golden Knights de Las Vegas dans une victoire de 3-2. Le dernier marqueur du match, Artturi Lehkonen, sera reconnu comme première étoile du match. Franchissant, rentre la rondelle, belle passe à Dano. Dano coupe au filet, la transversale au tir. Artturi Lehkonen et le Canadien s'en va en finale. Cette soirée a touché le cœur de tous les amateurs de hockey au Québec, en étant la première fois depuis 1993 que nos Canadiens accèdent à la finale de la Coupe Stanley. Le 25 juin, Derek Chauvin, l'ex-officier de la police du Minnesota responsable de la mort de George Floyd, reçoit sa sentence. Il est jugé coupable de meurtre au 3e degré et passera 270 mois, soit 22 ans et demi, en prison fédérale. Le 16 juillet, le gouvernement crée une loto-vaccin. Cette loto a pour but d'encourager la vaccination. Ces lots totaliseront 2 millions de dollars. Du 23 juillet au 8 août, les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo se déroulent. Ces Jeux avaient été reportés suite à la pandémie. Le 26 juillet, Mary Simon est assermentée en tant que 30e gouverneur général du Canada. Elle est la première personne d'origine autochtone à occuper ce poste. Dès le début du mois, de nouvelles assouplissements surviennent au Québec. Les bars et restaurants pourront servir de l'alcool plus tardivement, soit à 1h du matin. Rappelons-nous que ces établissements devaient cesser leur vente de produits alcoolisés à partir de minuit. De plus, les spectacles extérieurs seront autorisés à un public de 15 000 personnes. Le 10 août, à la suite de l'augmentation drastique des cas de COVID-19, le ministre de la Santé, Christian Dubé, officialise le passeport vaccinal, en vigueur dès le 1er septembre. Ce passeport sera obligatoire pour les activités et services non essentiels. Ceci inclut les festivals,
lieux intérieurs à grande capacité, bars, restaurants, gyms, etc. Nous avons appris plus tard que l'application a coûté plus de 9 millions de dollars au gouvernement québécois. 7 jours plus tard, le premier ministre québécois annonce que tous les membres du personnel de la santé devront obligatoirement être vaccinés. Le 24 août, le gouvernement annonce le plan pour la rentrée scolaire. Il inclut le port du masque dans les classes du niveau primaire et secondaire dans 9 des 17 régions du Québec, incluant Montréal, Laval et la Montérégie. Le 20 septembre est le jour de vote pour tous les Canadiens. La campagne électorale durait depuis le 15 août. Le Parti libéral de M. Trudeau terminera vainqueur de ces élections avec 160 sièges à seulement 10 sièges d'un gouvernement majoritaire. Ces élections repousseront ceux qui devaient être déclenchés en 2023. Elles se produiront finalement en 2025. Le 8 octobre, de nouveaux assouplissements sont mis en place. Les salles de spectacle, auditoires sportifs pourront être remplies à pleine capacité à condition de posséder un passeport vaccinal et que tous les auditeurs aient reçu au moins 2 doses de vaccin. Le 29 octobre, la Cour suprême vote 5 contre 4 que le comédien Mike Ward n'a aucunement atteint la dignité du chanteur Jérémy Gabriel lors de sa tournée Mike Ward s'expose. Le 19 novembre, l'Agence publique Santé Canada autorise aux entreprises Pfizer et BioNTech de vacciner les enfants de 5 à 11 ans. Au Québec, le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, annonce la possibilité de débuter la vaccination dans la semaine suivante. Une dizaine de jours plus tard, le variant Omicron est détecté au Québec, pour la première fois. Le même processus se répète. Une diminution des cas durant l'été et une augmentation très rapide à l'arrivée de l'hiver et des temps froids. Rappelez-vous du mois de décembre 2021? Ce mois a été le plus difficile en termes du nombre de cas de COVID-19. Pour débuter le mois, il y avait environ 1500 cas par jour. Au fil du mois, il y a eu des augmentations allant jusqu'à 18 000 nouveaux cas. Lors de toute la pandémie, c'est cette période qui possède les plus grandes augmentations. Le 7 décembre, le gouvernement annonce qu'un maximum de 20 personnes vaccinées pourront se réunir durant la période des fêtes. Lors de la même conférence de presse, M. Legault annonce la possibilité pour les personnes de 60 ans et plus de recevoir une 3e dose à partir du mois de janvier. Le 20 décembre, de nouvelles contraintes surviennent. Tous les commerces non essentiels tels que bars, cinémas, salles de spectacle, théâtres, centres de conditionnement physique seront fermés. Les écoles primaires et secondaires seront victimes du même processus. De plus, les heures d'ouverture des restaurants seront restreintes partout au Québec. Le 22 décembre, le nombre de cas de COVID au Québec surpasse le cap des 10 000 cas. Lors de cette même journée, le nombre de cas confirmés depuis le 27 février 2020 atteint 500 000. De plus, les rassemblements privés et tables de restaurants devront être limités à 6 personnes à partir du lendemain de Noël. Le 30 décembre, les resserrements des mesures s'ajoutent à la suite de plus d'une semaine à ajouter 10 000 nouveaux cas. Le couvre-feu fera son deuxième retour entre 22h et 5h. Les élèves devront aussi attendre au 17 janvier 2022 pour remettre les pieds dans leur salle de classe. Les restaurants et lieux de culte seront fermés et les commerces ne pourront ouvrir leurs portes les dimanches. Le 10 janvier, après avoir été la rockstar de la pandémie au Québec, il remet finalement sa démission. Je parle bien d'Horacio Arruda, l'ex-directeur de la santé publique du Québec. M. Arruda occupait ce poste depuis plus de 12 ans. Le lendemain, en conférence de presse, le premier ministre Legault annonce l'arrivée d'une taxe santé. Cette nouvelle taxe serait imposée à tous les adultes non vaccinés. Cette contribution santé sera entre 100 et 800 $ selon le revenu. Le 13 janvier, la fin du couvre-feu est annoncée, ainsi que la rentrée en classe pour les élèves du primaire et du secondaire. Ces annonces se concrétiseront le lundi suivant, soit le 17 janvier. Dès le 18 janvier 2022, tous les clients des SAQ et SQDC devront désormais présenter leur passeport vaccinal afin d'entrer dans ces commerces. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, lors de son point de presse le 6 janvier. Le 22 janvier, le convoi de la liberté débute. Pourtant, il se concrétise à partir du 28 janvier, lorsque des premiers camions surgissent dans la capitale canadienne. Le lendemain, des milliers de manifestants se rassemblent pour offrir leur support aux camionneurs
et pour revendiquer la fin des mesures sanitaires. Le 4 février, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Pékin a lieu. Les Jeux sont officiellement ouverts par Xi Jinping, le président chinois. Le jour suivant, le convoi de la liberté qui dure depuis le mois de janvier arrive dans la capitale nationale. Plus de 1000 personnes se rendent sur le boulevard René-Lévesque pour revendiquer la même chose que leurs alliés stationnés à Ottawa. Le convoi se termine finalement le 23 février. Bilan après 31 jours de manifestations publiques, le mouvement s'étend un peu partout à travers le Canada, mais se concentre surtout à Ottawa. 287 arrestations ont été effectuées un peu partout à travers le pays. Cette crise a été la première à nécessiter l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence depuis qu'elle a été modernisée en 1988. Le 24 février 2022 marque une date importante dans l'histoire du monde. À 4 heures, heure de Moscou, la Russie débute l'invasion de l'ancien territoire soviétique, maintenant indépendant, l'Ukraine. La capitale ukrainienne, Kiev, est victime d'importants bombardements. Cette attaque et invasion illégale amènent la reprise des conflits armés d'une guerre qui dure depuis 2014. Dans une communication télévisée ressemblant étrangement à une déclaration de guerre, le président russe Vladimir Poutine reconnaît 2 territoires russes comme indépendants, les territoires du Donetsk et du Lugansk. Ces territoires sont toujours sous autorité ukrainienne, mais elles sont aussi des républiques populaires russes. Le 7 mars, l'Université Johns Hopkins rapporte que la pandémie de COVID-19 est responsable de la mort de 6 millions de personnes. La même journée, les élèves du Québec ne sont plus obligés de porter leur masque lorsqu'ils sont assis en classe. Tout au long du mois de mars, les pays occidentaux continuent le boycott d'entreprises russes. Dès le début du mois, les États-Unis et le Royaume-Uni annoncent l'interdiction d'acheter du pétrole russe. L'industrie pétrolière en Russie est l'une des plus importantes au monde. Malgré les frappes économiques que les pays de l'Ouest imposent aux Russes, les offensives en Ukraine ne s'arrêtent pas. La ville de Mariupol, dans le sud-est du pays, est violemment frappée. Un hôpital qui comportait une maternité et un service pour enfants est détruit, ainsi que le théâtre de la ville, là où plusieurs femmes et enfants s'abritaient. Le 27 mars, un vrai scandale frappe Hollywood. Lors de la cérémonie des Oscars, Chris Rock a fait un commentaire déplaisant à l'endroit de Jada Pinkett Smith, la femme de Will Smith. Ce dernier a crié à Rock de ne pas reprononcer le nom de sa femme. Il s'est ensuite levé et a claqué Chris Rock au visage. Richard! Oh, wow! Wow! Je me demande si Will Smith était gêné lors de son propre discours plus tard dans la soirée. Le 11 avril, l'un des procès les plus médiatisés de l'histoire d'Hollywood débute. Amber Heard versus Johnny Depp et vice-versa. Chacun s'accuse de diffamation. Plusieurs moments iconiques du procès deviennent viraux. My dog stepped on a bee. La bataille judiciaire se terminera le 1er juin 2022 et le verdict est assez simple. Heard devra verser 10 millions de dollars plus 5 millions de dommages punitifs à son ex-mari et Depp doit verser 2 millions de dollars à son ex-femme. En avril 2022, 2 vendredis ont été fatals pour la planète hockey. Le 15 avril, Mike Bossy nous quitte. Joueur légendaire, le numéro 22 a joué 752 matchs pour les Islanders de New York. Il est décédé à Rosemère à l'âge de 65 ans. La semaine suivante, un deuxième homme d'hockey accroche plus que ses patins. Le démon blond, Flower plus tard dans sa carrière. Le mythique Guy Lafleur ira rejoindre les autres fantômes du Centre Bell. Récipiendaire de 5 Coupes Stanley avec les Glorieux, Guy Lafleur a toujours eu une place énorme dans le cœur des Québécois. Le gouvernement du Québec organise des funérailles nationales pour le natal de Tursault. Flower reçoit aussi une médaille d'honneur de l'Assemblée nationale le 24 mai 2022. Le 24 avril, Emmanuel Macron garde son poste de président de la République française. Le jour suivant, Elon Musk fait sauter la banque. Le multimilliardaire rachète les réseaux sociaux Twitter, désormais nommé X, pour une modique somme de 44 milliards de dollars américains, ce qui représente près de 59 milliards canadiens. Lors d'une conférence de presse, nos 2 premiers ministres, M. Legault et M. Trudeau, annoncent l'implantation d'une usine Moderna à Laval. Elle sera la toute première usine de l'entreprise à être construite hors des États-Unis
et sa construction se terminera en 2024. Comme à chaque année, le 1er mai est marqué par l'augmentation du salaire minimum au Québec. Cette année, il sera établi à 14,25 $. Le salaire moyen pour 2022 était 30,96 $ selon le gouvernement québécois. Lorsque la population mondiale relâchait leur souffle après 2 années à gérer la COVID-19, une seconde épidémie débute le 6 mai 2022. Un premier cas de variole du singe est détecté à Londres lorsqu'un homme est revenu du Nigeria. Les personnes touchées peuvent développer une éruption cutanée, de la fièvre, des frissons, des maux de tête, de l'épuisement, etc. Le 14 mai, les Québécois vont finalement montrer leur vrai visage. Pour la première fois en 22 mois, le port du masque est facultatif dans les endroits publics, sauf dans les transports en commun et dans les établissements de santé. Cependant, le gouvernement recommande fortement le port du masque dans les pharmacies. Le 20 mai, Carl Jouard, l'homme qui a sauvagement tué 2 passants dans le Vieux-Québec à Halloween 2020, est jugé coupable de meurtre au premier degré. Le meurtrier passera sa vie en prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. L'avocat de la défense, Maître Pierre Gagnon, a annoncé qu'il ira en appel. Est-ce que vous connaissez la guerre du whisky? Les 2 belligérants se disputaient l'île Dance dans l'océan Arctique. En 1984, le Canada dépose son drapeau ainsi qu'une bouteille de, vous l'aurez bien deviné, du whisky canadien. Quelques mois plus tard, le ministre danois des Affaires étrangères fait de même. Le 10 juin 2022, les 2 pays signent un accord qui sépare l'île en 2, créant la première frontière terrestre entre le Canada et l'Europe. Le 18 juin, le masque n'est plus obligatoire dans les transports en commun québécois. Le 6 juillet, l'Institut national de la santé publique déclare que le taux d'arsenic est très élevé à Rouyn-Noranda, une ville en Abitibi-Témiscamingue. Luc Boileau, nouvellement directeur de la santé publique, déclare Pour moi, le maintien des émissions d'arsenic au niveau actuel, c'est pas tolérable considérant les impacts sur la santé. Le niveau d'arsenic est élevé en raison de la présence de la fonderie Horn produisant des anodes de cuivre. Le lendemain, le premier ministre britannique Boris Johnson démissionne. L'annonce est reliée aux nombreuses controverses dont il a été le principal sujet. Par exemple, lorsque la COVID était à son apogée, M. Johnson tenait des soirées à la demeure du premier ministre dans le Grand Londres. Le 19 juillet, la canicule européenne atteint son sommet lorsque la moitié de l'Europe passe les 40 degrés Celsius. Cette canicule est l'une des plus meurtrières, avec près de 61 000 décès liés à la chaleur. Le 27 juillet, le pape François pose les pieds sur le sol québécois. Il arrive, envahi par une foule sur les plaines d'Abraham, dans la capitale nationale. Le but de sa visite est d'aider les Canadiens à se réconcilier avec les peuples autochtones. Le 16 août, le cardinal Marc Ouellette est visé par des allégations d'agression sexuelle. Les faits se seraient produits entre 2008 et 2010. 3 jours plus tard, Ouellette déclare nier les faits et les qualifie de diffamation. Le 28 août, la campagne électorale débute au Québec. François Legault est le seul chef restant des élections de 2018. Le jour de vote est prévu pour le 3 octobre 2022. Ça bouge au Royaume-Uni. Liz Truss succédera à Boris Johnson et deviendra la 3e femme à occuper le poste de première ministre britannique. Le 8 septembre 2022, le monde entier apprend le décès d'Élisabeth II. Reine du Royaume-Uni depuis 1953, elle est le monarque britannique ayant régné le plus longtemps. Sa Majesté est décédée à 15h10, heure de Londres. À la suite de sa mort, son fils, le prince Charles, prendra possession du trône. Le 10 septembre, Pierre Poilievre succède à Candice Bergen et devient le chef du Parti conservateur du Canada. Pour conclure la série de nouveaux rôles, le 12 septembre, Nick Suzuki devient le 31e capitaine de l'histoire du Canadien de Montréal. Le numéro 14 prend le poste laissé vacant par Shea Weber le 16 juin 2022 lorsqu'il est échangé au Golden Knights de Las Vegas. Le 15 septembre, le premier débat des chefs a lieu pour l'élection de 2022. 5 partis sont représentés. La CAQ de François Legault, le Parti libéral de Dominique Anglade, Québec solidaire de Gabriel Nadeau-Dubois, le Parti conservateur d'Éric Duhaime et finalement le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. Le 16 septembre, en pleine campagne électorale,
François Legault lâche un vrai scoop. Le premier ministre annonce finalement que le gouvernement ne possède aucune étude sur la pertinence du troisième lien. La fin est proche lorsque le 1er octobre, le gouvernement fédéral supprime les mesures sanitaires à la frontière du pays. Après plus d'un mois de campagne électorale, François Legault et sa CAQ reviendront à la tête du gouvernement provincial. Les résultats sont assez clairs. 90 caquistes siégeront à l'Assemblée nationale, ce qui formera un gouvernement majoritaire. De plus, 21 libéraux, 11 solidaires, 3 péquistes et aucun conservateur ont été élus. Le 11 octobre, suite à l'arrivée du roi Charles III sur le trône et aux élections au Québec, Paul Saint-Pierre Plamondon annonce que les péquistes ne prêteront pas serment d'allégeance au roi. Les députés de Québec solidaire suivent le mouvement le 19 octobre. Le 17 octobre, la mère et les grands-parents paternels de la petite fille de Grenby débutent une poursuite contre la direction de la protection de la jeunesse. La jeune fille, décédée à la suite d'un nombre important de blessures, autant physiques que psychologiques, a succombé le 30 avril 2019. Sa famille poursuit la DPJ pour 3,7 millions de dollars. Les solidaires rebroussent chemin et décident finalement de prêter serment au roi le 3 novembre. Ils espèrent qu'un projet de loi sera déposé par le parti afin de rendre ce geste facultatif. Le 7 novembre, la chef libérale, Dominique Anglade, démissionne à la suite de nombreuses tensions à l'intérieur du parti. Le 15 novembre, l'Organisation des Nations unies déclare que la population mondiale a atteint le seuil des 8 milliards d'humains. Depuis 100 ans, la population avait augmenté d'environ 6,14 milliards de personnes. Le même jour, 2 missiles russes tombent en Pologne et tuent 2 civils. Cette attaque touche un territoire de l'OTAN pour la première fois depuis l'invasion de l'Ukraine. Le 20 novembre, l'ouverture officielle de la Coupe du monde de football au Qatar est faite. Plusieurs controverses liées à l'emplacement occurrent, telles la présence de climatisation, faisant d'elle un désastre écologique, ainsi que la perte des vies humaines lors de la construction des infrastructures pour accueillir le tournoi. Le 1er décembre, les 3 députés du PQ sont refusés à l'entrée de l'Assemblée nationale en raison de refus de prêter allégeance au roi. Le projet des solidaires de rendre le serment facultatif est adopté le 9 décembre. Le 18 décembre, tous les amateurs de football ont les yeux rivés sur leur écran. La France affronte l'Argentine dans le cadre de la finale de la Coupe du monde. Kylian Mbappé marque un tour du chapeau, tandis que les 3 buts de l'Argentine sont séparés en Di Maria et Messi. La finale sera en tir de barrage et l'Argentin Gonzalo Montiel marque et rend l'Argentine championne pour une 3e fois de son histoire. La photo de Lionel Messi tenant la Coupe du monde devient la publication la plus aimée d'Instagram. Le 21 janvier 1948, Maurice Duplessis dévoile finalement le fleur d'Élysée, le drapeau du Québec. Le premier ministre du Québec a cependant dévoilé une version qui n'était pas tout à fait terminée. 75 ans plus tard, le grand fleur d'Élysée est déployé à la Place des Arts de Montréal. Le drapeau mesure 60 pieds par 90 pieds. Le 30 janvier, le cardinal Marc Ouellet démissionne suite à ses allégations d'agression sexuelle. Le 2 février, un ballon chinois est abattu dans le ciel nord-américain. Cet engin, non identifié, est soupçonné d'espionnage. Il prendra rapidement le nom de ballon espion. Au total, 5 de ces soi-disant ballons ont été repérés. Finalement, ils étaient des engins d'observation météorologique qui avaient probablement dérivé à cause du vent. Le 6 février, une des plus grandes catastrophes naturelles de notre époque est survenue. Un double séisme secoue la Turquie et la Syrie. Allant d'une magnitude de 7,5 à 7,9, le séisme a provoqué un tsunami de 10 mètres de hauteur, ce qui est 3 fois plus que le séisme en Turquie de 1999. L'événement a fait près de 56 000 morts. 2 jours plus tard, Pierre nie Saint-Amand commet l'irréparable. Le matin du 8 février 2023, il fonce dans une garderie située au nord de Laval à l'aide d'un autobus de la Société des transports de Laval, dont il était chauffeur depuis 10 ans. Dans l'attentat, 2 enfants sont tués et 6 autres sont blessés. L'identité des défunts sont connues. Jacob Gauthier, 4 ans,
et Maëva David, 5 ans. Le chauffeur a rapidement été intercepté par la police. Le 28 février, le gouvernement canadien interdit tous les fonctionnaires du gouvernement d'avoir l'application TikTok sur leur téléphone fournie par le gouvernement. L'application est suspectée de fournir des renseignements au gouvernement chinois. Le 5 mars, Gilles Courteau, commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, démissionne. M. Courteau quitte dans une situation difficile. Quelques semaines avant sa démission, il participait à des audiences sur les initiations violentes dans le hockey junior. Il avait lui-même dénoncé ces pratiques. Mais dans la tempête qui entoure la Ligue, c'était le bon moment pour finalement passer le flambeau. Le 10 mars, Pierre-Carl Péladeau est officiellement propriétaire des Alouettes de Montréal, la seule équipe québécoise de football canadien. Le Montréalais a fait l'acquisition de la franchise pour 3 milliards de dollars. Le 13 mars, une deuxième attaque au véhicule bélier a eu lieu en si peu de temps au Québec. L'attaque s'est déroulée vers 15 h à Amqui, une petite ville du Bas-Saint-Laurent. Steve Gagnon, 38 ans, aurait frappé à l'aide de son pick-up 12 personnes, dont 3 sont décédées. Gérald Charret, Jean Lafrenière et Simon-Guillaume Bourget sont les 3 vies volées dans cette attaque. Le 15 mars, Radio-Canada nous confirme que 200 familles seront relocalisées à Rouyn-Noranda en raison des déchets rejetés dans l'air par la fonderie Horn. Le lendemain, un incendie ravage un immeuble du Vieux-Montréal. Des appartements dans l'immeuble étaient loués sur Airbnb et les locataires manquaient toujours à l'appel 2 jours plus tard. Le bilan final comporte 7 décès, 9 blessés et 6 personnes sauvées. Le 25 mars, le chemin Roxane est fermé pour tenter de réguler l'immigration clandestine. Le 5 avril, la pire tempête de verglas depuis celle de 1998 s'abat sur le Québec. Le mélange de neige, de pluie et de verglas est la combinaison parfaite à une panne de courant touchant 1 200 000 foyers. Le 13 avril, la Ville de Québec annonce le contrat de 1,3 milliard de dollars à la compagnie Alstom pour la construction du tramway de Québec. Le projet sera bien évidemment reporté en raison du coût extrême. Ce fut une mauvaise passe pour les transports de Québec. Une semaine plus tard, Geneviève Guilbeault annonce « On n'a pas de données qui justifieraient l'implantation d'un tunnel autoroutier. » Une annonce qui a fait beaucoup parler, surtout si on regarde la grosseur des 3 cartables bien remplis. Le 26 avril, l'Inde passe au premier rang. Et oui, la Chine est détrônée. La population de l'Inde atteint 1 425 775 850, ce qui dépasse 1,41 milliard de Chinois. Dès le 1er mai, 1 $ sera ajouté au salaire minimum, qui sera maintenant de 15,25 $. En ce premier jour de mai 2023, ce n'est pas le salaire minimum qui importe. La ville de Baie-Saint-Paul, située dans le comté de Charlevoix, est prise au piège par d'importantes inondations. Dans la catastrophe, 2 pompiers sont portés disparus et sont déclarés morts un peu plus tard. Le lendemain, une grève importante débute. C'est la panique à Hollywood. La Writers Guild of America entre en grève. C'est plus de 11 500 scénaristes devenus grévistes. L'événement durera jusqu'au 27 septembre 2023. Le 5 mai, la fin de l'état d'urgence est annoncée par l'OMS. Le 6 mai, la province de l'Alberta déclare l'état d'urgence. Elle est prise avec des feux de forêt depuis le 1er mars 2023. Par contre, cette date sera marquée dans l'histoire par un tout autre événement. Le 6 mai, le roi Charles III est couronné, ainsi que sa femme Camilla, à l'abbaye de Westminster. Le premier ministre Justin Trudeau, ainsi que la gouverneure générale Mary Simon, ont pris part à la cérémonie. Le 12 mai, le Centre Vidéotron de Québec bat un record de spectateurs. Pour le premier match de la série finale opposant les Mooseheads d'Halifax au Rempart de Québec, 18 259 partisans étaient présents. Le dernier record avait lieu quelques jours auparavant, lorsque le stade était rempli à 98 %. En ce 12 mai, il n'y avait plus aucun billet restant. 100 % des places étaient comblées. Le 16 mai, Manon Mancé annonce qu'elle ne sera plus concurrente pour le poste de porte-parole féminine au prochain congrès de Québec solidaire en novembre 2023. Elle sera remplacée par Émilise Lessard-Terrien, ex-députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Ça brûle au secours, ça brûle! Le mois de juin 2023 a été particulièrement marqué par les nombreux feux de forêt au Canada.
Pendant le mois, au moins 8 villes ont été évacuées, ce qui représente près de 14 000 habitants déplacés de leur foyer. Le 4 juin, les Remparts de Québec remportent la fameuse Coupe Memorial pour la 3e fois de leur histoire. Ils ont défait le Thunderbirds de Seattle par la marque fracassante de 5-0. Le 7 juin, l'Agence de protection de l'environnement déclenche l'alerte orange pour les territoires allant de Chicago à Atlanta, ainsi que l'alerte rouge pour New York et Washington. Ces alertes sont en raison des fumées d'incendie qui se rendent jusqu'à la côte est américaine. Le 16 juin, le Canada franchit le cap de 40 millions d'habitants. Le 18 juin, le submersible de Ocean Gate fait son départ. Il y avait 5 personnes à bord. Paul-Henri Nargeolet, Hamish Harding, Shahzada Dawood, Sulman Dawood et Stockton Rush, le fondateur d'Ocean Gate. Le contact est perdu environ 1h45 après la descente. Les autorités annoncent le 22 juin que la capsule a implosé et que les 5 passagers sont présumés morts. Le 25 juin, à cause des feux de forêt, Montréal est considérée la ville la plus polluée au monde. Décidément, 2023 au Québec a été marqué par de nombreuses catastrophes naturelles. Le 11 juillet, des évacuations ont lieu à Sherbrooke en lien avec des pluies torrentielles et des inondations. 2 jours plus tard, des orages et des tornades ont lieu en Ontario et au Québec. Des vents de 90 km/h surviennent près de l'aéroport de Montréal. À Valleyfield, une tornade serait survenue. Ces phénomènes provoquent l'annulation des régates de Valleyfield ainsi que du Festival d'été de Québec. Le 2 août, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, annonce son divorce. Sa femme était Sophie Grégoire, une ex-animatrice de télévision. Le couple était ensemble depuis 2003 et marié depuis 2005. Ils ont ensemble 3 enfants de 15, 14 et 9 ans. Justin Trudeau est le 2e premier ministre à se séparer lors de son mandat. Le premier est son propre père, Pierre-Éliott Trudeau, en 1984. Le 17 août, à Bécancour, François Legault annonce que l'industrie automobile Ford s'implantera dans la ville du centre du Québec. Une usine de 644 millions de dollars servant à fabriquer des batteries ouvrira ses portes en 2026. À la fin août, nous pouvons faire un bilan des feux de forêt, bien que certains soient toujours actifs et hors de contrôle. Au Canada, près de 16 millions d'hectares de forêts ont été brûlés depuis le début de l'année. Près de 4,6 millions de ces hectares étaient au Québec. Septembre 2023. Déjà notre dernière rentrée au secondaire. Le 19 septembre, l'île d'Anticosti est inscrite. Ouais, ça c'est la grosse île dans le bout de Québec. Le 19 septembre, la grosse île dans le bout de Québec est inscrite au patrimoine national de l'UNESCO. L'avantage est notamment d'avoir une touche québécoise de plus dans l'organisation internationale. Le 23 septembre, une première manifestation du secteur public a lieu, dans le cadre du renouvellement de leur convention collective. Le 28 septembre, pour poursuivre sur leur lancée suite à la signature avec Ford, Québec et Ottawa annoncent l'investissement de 7 milliards de dollars dans une gigantesque usine Northvolt 6 à McMasterville. Une usine de plus de 3000 employés servant une fois de plus à fabriquer des batteries automobiles. 591 jours entre le début de 2 guerres. Lorsque le monde entier a les yeux rivés sur la guerre en Ukraine, le Hamas, une organisation terroriste, attaque l'Israël au petit matin du 7 octobre. Leur tension remonte à 1948, peu après la création de l'État d'Israël, déclaré par les Juifs habitant les territoires sans l'accord des pays arabes qui l'entourent. Plusieurs entreprises prennent position dans le conflit. La chaîne de restauration Starbucks a notamment été boycottée en raison d'une publication annonçant qu'elle soutient la Palestine. Avec la guerre en Ukraine, celle du Hamas, la Chine avec Taïwan et plus encore, nous devons être vigilants avec les tensions qui montent un peu partout dans le monde. Le 23 octobre, le Parti québécois dévoile au public un budget créé de toutes pièces illustrant un Québec souverain. Selon le parti, un Québec indépendant serait possible et même avantageux. La même journée, à la suite d'une action collective déposée par des citoyens de Rouyn-Noranda à la Cour supérieure, la fonderie Horn est accusée de plusieurs choses, notamment de polluer excessivement l'air rouyn-norandien. La fonderie pourrait devoir verser jusqu'à 528 000 $ par citoyen. Le 29 octobre, le Front commun rejette une proposition d'augmentation du salaire de 10,3 %.
Les syndicats qui demandent 20% déclarent une grève le 6 novembre d'une durée de 24 heures. Le milliardaire Pierre-Carl Pellado annonce une reconstruction du groupe TVA. Il cherche à battre la concurrence de Google et Meta. 547 emplois chez l'entreprise seront supprimés. Le 8 novembre, 80 000 travailleurs de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec entament un bloc de 48 heures de grève et réclament eux aussi de meilleures conditions de travail. Encore le tramway qui fait parler. Toujours le 8 novembre, le gouvernement du Québec refuse le plan du tramway dessiné par la Ville. Il choisit de laisser la Caisse de dépôt et de placement sans charger. Le 15 novembre, le Québec vient de perdre l'un de ses plus grands héros. Il s'est battu pour que les Québécois conservent leur culture dans un monde où le français disparaît en un éclair. Malheureusement, il n'a pu gagner la bataille de sa vie. Depuis quelque temps, nous savions que Carl Tremblay, légendaire chanteur des Cowboys fringants, était affaibli par un cancer de la prostate. Nous apprenons son décès à 16h50 sur la page Facebook du groupe. Des rassemblements en son honneur se déroulent le 17 novembre à l'Assomption, au pied du Mont-Royal, sur les plaines, là où il s'est produit pour la toute dernière fois. Une cérémonie d'hommage national est organisée pour l'artiste par le gouvernement du Québec. Elle aura lieu le 28 novembre au Centre Bell. Le Québec a été extrêmement ému. Le 19 novembre, entre la grève et le décès de Carl, une bonne chose se produit finalement. Les Alouettes de Montréal remportent la Coupe Grey de justesse dans une partie qui se termine 28-24 face aux Blue Bombers de Winnipeg. Le discours de victoire de Marc-Antoine Dequoy a beaucoup plus marqué que la partie. Je vous laisse avec la vidéo. Ils n'ont jamais cru en nous. Ils n'ont jamais cru en nous, man. Tu regardes partout, c'est écrit en anglais. Tu mettais le guide de TSN, c'est écrit Toronto contre Winnipeg. Tu venais ici, puis ça parlait en anglais. Ils n'ont jamais cru en nous. Mais tu sais quoi, man? Gardez-le, votre anglais! Le 21 novembre, une grève de 3 jours débute au Québec pour les enseignants du Front commun. Rappelons-nous que la FAE est en grève générale illimitée depuis 23 jours. Le 8 décembre, une grève du Front commun débute pour une période de 7 jours. Le 13 décembre, l'acteur français Gérard Depardieu est effacé comme chevalier de l'Ordre national du Québec. François Legault en a fait l'annonce à la suite de la demande des membres. L'acteur est notamment accusé de plusieurs agressions sexuelles depuis 2018. Le 23 décembre, le syndicat de l'enseignement affilié au Front commun signe une entente de principe avec le gouvernement. Cela n'inclut pas la Fédération autonome de l'enseignement. Le 27 décembre, une sorte d'entente entre la FAE et le gouvernement se concrétise, mais rien d'officiel n'est signé. Le 28, tous les syndicats du Front commun ont conclu une entente de principe avec le gouvernement du Québec. Nous aimerions conclure notre reportage avec un moment de silence pour les personnes qui nous ont quittés beaucoup trop tôt. Nos pensées sont avec la famille, les proches et les peuples que ces gens ont marqués. Septembre 2019 à décembre 2023. Il s'est passé tellement de choses. Plus d'une centaine d'annonces de mesures sanitaires, de décès tragiques, des crimes, des procès, des émotions fortes. Mais où est le positif? Le positif est que notre société a évolué. Pour le mieux, nous serons d'ici quelques années. 2024 sera une année très importante, avec plus de 4 milliards de personnes qui se présenteront aux urnes et qui choisiront la suite de leur destin. Nous pouvons répondre à notre question. Pourquoi connaître l'actualité est si important? Nous croyons que ça nous aide tellement à comprendre le monde et ses lacunes. Ça nous apprend à connaître notre culture et de pouvoir transmettre l'histoire aux générations de demain. Avec juin qui approche, et notre diplôme aussi, nous pouvons dire bye bye le secondaire! Yes sir!